Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage insolite, où le cours habituel du temps perd tout sens. Imaginez que vous êtes allongé sur une terre ancienne et douce, sous un ciel étoilé infini. Nous, humains, sommes habitués à percevoir les montagnes comme éternelles, inébranlables, symboles d'immuabilité dans notre monde en constante évolution. Elles se dressent là, majestueuses et silencieuses, comme figées dans le temps, tels des gardes géants endormis, témoins silencieux des millénaires qui s'écoulent. Leurs pics acérés, leurs gorges profondes, leurs pentes douces, tout cela nous semble immuable, étranger au flux des époques. Mais ce n'est qu'une illusion, un instant fugace dans la danse grandiose et infinie de notre planète. En réalité, les montagnes ne sont pas des monolithes statiques, ni des simples blocs de pierre figés. Ce sont des créations vivantes et respirantes, le résultat de processus colossaux, presque incompréhensibles, qui se sont déroulés sur des milliards d'années, bien avant l'avènement de l'homme, bien avant l'avènement de la vie telle que nous la connaissons. Accordez-vous une pause détente. Laissez-vous aller au tumulte de la journée, à toutes les pensées et à tous les soucis qui pourraient vous perturber. Respirez simplement, profondément et lentement, en laissant chaque inspiration et expiration chasser les tensions. Imaginez votre conscience devenir légère, tel un nuage léger qui flotte lentement et sereinement au-dessus des plus hauts et des plus anciens sommets du monde. Nous ne voyagerons pas dans l'espace, comme lors d'un voyage ordinaire, mais dans le temps profond, où les minutes s'étirent en ère géologique et où les vies humaines, avec leurs accomplissements et leurs expériences, semblent des éclairs fugaces, des étincelles à peine perceptibles dans l'immensité de l'éternité. Ce voyage ne requiert aucun effort de votre part, seulement une attention calme et contemplative. Nul besoin de se souvenir, d'analyser ou de chercher des réponses. Au contraire, nous nous immergeons lentement et en douceur dans le flux de l'histoire géologique, ressentant son mouvement mesuré et apaisant, tel un berceau qui vous berce doucement. Chaque montagne, chaque vallée, chaque colline que nous voyons, même celles enfouies sous les océans ou les calottes glaciaires, recèlent les secrets de millions, voire de centaines de millions d'années. Véritables archives de la Terre figées dans la pierre, elles continuent en réalité d'évoluer, si lentement que nos yeux et nos courts cycles de vie sont incapables de détecter ces immenses changements. Nous parlerons des forces gigantesques à l'œuvre dans les profondeurs de notre planète. Des forces capables de soulever des continents entiers, d'écraser la roche comme du papier fin, de créer des chaînes de montagnes colossales à partir de rien, puis de les détruire lentement et patiemment, renvoyant la matière au grand cycle, préparant le terrain à de nouvelles naissances, à de nouveaux rêves géologiques. C'est comme un rêve infini et majestueux de la planète, où les montagnes sont ses rêves les plus grandioses, ses rêves les plus fous, incarnés dans la pierre, la glace et le temps. Laissez ce récit vous envelopper de douceur, telle une couverture chaude et douillette par une nuit froide. Les mots couleront lentement, avec mesure, vous offrant l'opportunité de vous détendre complètement, de lâcher prise et de simplement écouter. Nul besoin de mémoriser quoi que ce soit, ni d'essayer d'analyser des informations complexes. Écoutez simplement et laissez les images qui surgiront dans votre esprit apparaître doucement, puis disparaître tout aussi doucement, sans s'attarder. Ce récit ne traite pas de faits scientifiques arides, bien qu'ils en soient le cœur, mais de sentiments, une sensation de temps illimité, une perception de la force immense qui anime notre planète, et une paix profonde que l'on trouve dans la conscience de la grandeur et de l'harmonie de notre Terre. Laissez cette sagesse ancestrale, leur sérénité et leur patience vous bercer, vous éloigner des soucis du quotidien. Préparez-vous à plonger dans le sommeil géologique le plus profond et le plus paisible. Votre voyage ne fait que commencer. Nous commençons notre voyage dès maintenant. Imaginez notre planète
non pas comme une pierre solide et homogène, mais comme une structure complexe et multicouche, tel un fruit géant, voire un organisme vivant, dont chaque enveloppe recèle ses secrets uniques et remplit sa propre fonction essentielle. Au cœur même de la Terre, dans son noyau, se trouve le noyau. C'est la partie la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de notre planète, divisée en deux zones principales. Le noyau interne est une boule chaude mais étonnamment dure, composée principalement de fer et de nickel. Sa taille est comparable à celle de notre Lune. Des conditions incroyables y règnent. La température dépasse celle de la surface du Soleil, atteignant 6000 degrés Celsius, et la pression est si énorme qu'elle maintient le métal à l'état solide et cristallisé, malgré la chaleur colossale. Comme sous une pression géante, les atomes de fer et de nickel sont compactés avec une densité incroyable. Autour de ce noyau solide se trouve le noyau externe, une couche encore chaude mais liquide de fer et de nickel en fusion. Ce n'est pas seulement un liquide statique, il bouillonne et s'écoule en permanence, telle une rivière de métal en fusion en rotation lente, créant d'immenses courants de convection. Les scientifiques pensent que c'est ce mouvement du noyau externe liquide qui génère le champ magnétique terrestre, lequel agit comme un bouclier invisible protégeant notre planète des dangereux vents solaires et des rayonnements cosmiques. Sans ce bouclier, la vie sur Terre pourrait être très différente, voire impossible. Au-dessus du noyau liquide externe se trouve la couche la plus volumineuse de notre planète, le manteau. Si l'on imagine la Terre en coupe transversale, le manteau occuperait environ 84% de son volume. Ce n'est ni tout à fait une substance solide, ni tout à fait liquide non plus, ressemblant à une résine ou une pâte à modeler très épaisse, s'écoulant lentement, soumise à une pression énorme et à des températures élevées. Il est constitué de roches silicatées, en fusion riche en fer et en magnésium. Le manteau subit des mouvements constants, quoique incroyablement lents, causés par l'énergie thermique provenant du noyau. Ces mouvements sont comparables à d'immenses courants invisibles ou à des tapis roulants en rotation lente. La roche chaude des couches inférieures du manteau s'élève lentement, se refroidit près de la surface, puis, devenue plus dense, retombe, créant des cycles de convection fermés. Ce sont ces flux lents et puissants dans le manteau qui sont la principale force motrice qui façonne et remodèle constamment l'apparence de notre planète. Sans ces courants, il n'y aurait pas de mouvement des continents et donc pas de montagnes. Enfin, la couche supérieure, la plus fine et la plus familière, est la croûte terrestre. Imaginez-la comme la fine et fragile coquille à la surface d'un œuf géant. Son épaisseur varie considérablement, de 5 à 10 km sous les océans, où elle est principalement composée de basalte dense, à 30 à 70 km sous les continents, où elle est composée de roches granitiques plus légères mais plus épaisses. La couche terrestre est ce sur quoi nous nous tenons, ce que nous voyons, ce que nous étudions et ce que nous parcourons. Malgré sa dureté et sa résistance apparente, cette fine coquille extérieure n'est pas un tout. Elle est divisée en de nombreux fragments géants, tels les pièces d'un immense puzzle, constamment en mouvement, flottant lentement à travers le manteau visqueux mais puissant. Tels des blocs de glace à la surface d'un vaste lac au lent mouvement, ces fragments de croûte terrestre entrent constamment en collision, s'écartent et se frottent les uns contre les autres, façonnant notre monde et créant les continents et les océans. Ce mouvement constant et invisible est la clé pour comprendre comment les majestueuses montagnes qui nous entourent sont nées et continuent de naître. Chaque couche de la Terre a sa propre histoire cachée, son propre rythme, sa propre contribution à la danse générale et lente de la planète. Imaginez que la croûte terrestre, sur laquelle se trouvent nos continents et nos océans, ne forme pas un tout et ne soit pas solidement attachée aux couches internes de la planète. En réalité, elle est divisée en de nombreux fragments gigantesques,
telles les pièces géantes d'un incroyable puzzle en mouvement constant. Nous appelons ces fragments des plaques lithosphériques. Tels des radeaux colossaux, ils dérivent lentement, incroyablement lentement, le long de la masse visqueuse mais fluide du manteau, dont nous avons parlé précédemment. Leur mouvement est si lent qu'il est presque imperceptible pour nous, car il se produit à la vitesse de nos ongles, à peine quelques centimètres par an. Mais au fil de millions d'années, ces mouvements apparemment insignifiants s'additionnent pour provoquer d'énormes déplacements des continents, bouleversant la carte du monde telle que nous la connaissons, ouvrant et fermant les océans, soulevant et abaissant des masses continentales entières. Qu'est-ce qui pousse ces plaques géantes à un mouvement aussi incessant et perpétuel? La principale force à l'origine de cette grande danse se trouve au plus profond de la Terre et s'appelle la convection mantélique. Il s'agit du processus par lequel la chaleur du noyau chaud de la Terre remonte continuellement à la surface, tandis que les roches plus froides et plus denses du manteau redescendent vers le noyau pour être réchauffées. Imaginez une soupe très épaisse qui mijote lentement. La partie chaude du liquide monte, refroidit à la surface, s'alourdit, puis redescend au fond pour être réchauffée et entamer un nouveau cycle. Dans le manteau terrestre, ce processus se déroule à un rythme incroyablement lent, prenant des millions d'années pour compléter un cycle, mais avec une puissance colossale, presque inimaginable. Ces courants lents, ascendants et descendants, agissent comme d'immenses tapis roulants invisibles qui soulèvent les plaques lithosphériques situées à la surface du manteau et les forcent à se déplacer dans différentes directions. Il existe deux principaux types de plaques tectoniques, et leurs différences sont essentielles à la formation des montagnes: les plaques océaniques et les plaques continentales. Les plaques océaniques, qui forment le plancher océanique, sont relativement plus fines, généralement entre 5 et 10 km, et beaucoup plus denses que leurs homologues continentales. Elles sont principalement constituées de roches lourdes, comme le basalte. Les plaques continentales, en revanche, sont beaucoup plus épaisses, 30 à 70 km, et moins denses. Elles sont principalement constituées de roches granitiques plus légères, et elles soutiennent nos continents et la plupart des terres que nous habitons. Leur différence de densité et d'épaisseur joue un rôle clé dans la façon dont elles interagissent lorsqu'elles se croisent. Parfois, les plaques s'écartent, permettant à la Terre de respirer et de former une nouvelle croûte. Parfois, elles se frottent l'une contre l'autre, provoquant des tremblements de terre. Mais le plus souvent, elles entrent en collision. Et c'est dans ces zones de collision où des forces gigantesques compriment, écrasent et soulèvent la croûte terrestre que de majestueuses montagnes commencent à émerger. C'est un processus long, complexe et incroyablement lent qui ne s'arrête jamais un instant et qui continue encore aujourd'hui, façonnant le visage de notre planète. Il existe de nombreux endroits à la surface de notre planète où les plaques lithosphériques ne s'entrechoquent pas dans une grande étreinte, mais commencent plutôt à s'éloigner lentement, presque imperceptiblement. Nous appelons ces zones des limites de divergence ou limites de séparation. Imaginez la Terre respirer ici, s'étendant lentement mais régulièrement, créant ainsi une croûte entièrement nouvelle. Le plus souvent, ces processus géologiques étonnants se produisent dans les profondeurs sous-marines, au fond d'immenses océans, où nous ne les voyons pas, mais où nous ne les voyons pas, mais où nous pouvons sentir leur présence grâce à l'activité sismique et aux montagnes sous-marines. Au cœur même de chaque grand océan, telles une veine géante, s'étendent de longues chaînes de montagnes sous-marines appelées dorsales médio-océaniques. Ce sont les plus longs systèmes montagneux de notre planète, s'étendant sur des dizaines de kilomètres sous la mer, invisibles à nos yeux. C'est là, le long de ces dorsales sous-marines, que la roche brûlante et en fusion, le magma, remonte lentement mais sûrement des profondeurs de la Terre. Elle se déverse à la surface, durcit sous la pression de l'eau et forme une croûte océanique entièrement nouvelle,
comme si elles renouvelaient constamment le fond de notre monde. Ce processus s'apparente à une usine géante qui, inlassablement, pendant des millions d'années, produit de la nouvelle matière terrestre, la poussant vers le haut. À mesure que la nouvelle croûte se forme et croît le long de la dorsale, elle repousse progressivement l'ancienne, provoquant un éloignement lent mais régulier des plaques lithosphériques. Par exemple, l'océan Atlantique s'élargit progressivement, car une dorsale médio-océanique traverse son centre, et les continents européens et nord-américains s'éloignent l'un de l'autre de quelques centimètres chaque année. Ce processus s'apparente à l'ouverture lente et silencieuse d'une fermeture éclair géante à la surface de la planète par laquelle de nouveaux matériaux remontent. Parfois, bien que beaucoup plus rarement, les continents eux-mêmes commencent à diverger. La croûte terrestre s'étire alors, se fissure et se fend, formant de profondes dépressions appelées vallées du Rift. L'exemple le plus spectaculaire et le plus rapide de ce phénomène est la vallée du Rift est-africain, qui pourrait à terme diviser le continent africain en deux parties distinctes, créant un nouvel océan dans cette zone. Ces zones de divergence ne produisent généralement pas les hautes et majestueuses chaînes de montagnes aux pics acérés que nous connaissons. Elles créent plutôt de longues crêtes basses aux pentes douces et aux dépressions profondes, témoignant de l'autre face du processus géologique, un processus d'étirement et de déchirure et non de compression et de soulèvement. Mais même ici, on ressent la puissance colossale et inimaginable de la Terre en mouvement, qui change lentement mais sûrement d'apparence, laissant place à de nouvelles mers et de nouvelles terres. C'est comme une respiration profonde et lente de la planète, révélant ses profondeurs cachées. Imaginez un endroit où deux plaques tectoniques géantes ne s'éloignent pas l'une de l'autre, ne glissent pas l'une sur l'autre, mais se rapprochent lentement mais inexorablement. Ces zones, appelées frontières convergentes, sont le théâtre de certains des événements les plus spectaculaires et majestueux de la longue histoire de notre planète, donnant naissance aux majestueuses montagnes que nous contemplons et admirons. L'un des scénarios les plus courants et les plus marquants d'une telle collision est la rencontre d'une plaque océanique et d'une plaque continentale. Imaginez deux plaques tectoniques géantes, très différentes, chacune dotée d'une densité et d'une épaisseur qui lui sont propres. La plaque océanique, bien que beaucoup plus fine, est beaucoup plus dense que la plaque continentale, massive mais plus légère. Lorsque ces deux plaques se rencontrent, un processus que les géologues appellent subduction s'enclenche. Ce mot signifie enfoncement. Et de fait, la plaque océanique, plus dense, tel un plongeur massif et lourd, s'enfonce lentement mais sûrement sous la plaque continentale, plus légère. Ce mouvement ne se produit pas soudainement, mais doucement et régulièrement, à une vitesse de quelques centimètres par an, la même vitesse que celle à laquelle nos ongles poussent. Mais au fil des millions d'années, ces centimètres s'accumulent pour former des distances colossales et des millions de kilomètres cubes de roches sont enfouis profondément sous la surface. Conséquence de cet enfoncement, le fond océanique, juste avant la limite du continent, est formé de profondes dépressions appelées fosses sous-marines. Ce sont les endroits les plus profonds de toute la surface de notre planète, mystérieux et cachés à la lumière, où l'eau de mer disparaît dans les abysses et où la pression atteint des niveaux inimaginables. À mesure que la plaque océanique s'enfonce dans le manteau chaud et visqueux, elle commence à fondre. Cela ne se produit pas instantanément, comme la glace dans l'eau chaude, mais progressivement, avec l'augmentation de la température et de la pression qui s'accumulent à chaque kilomètre de submersion. De cette masse en fusion, appelée magma, se forment d'énormes bulles, mais très lentes à se déplacer. Plus légères que les roches environnantes, plus denses du manteau, ces bulles s'élèvent lentement mais régulièrement, se frayant un chemin à travers l'épaisseur de la croûte continentale. Lorsque ce magma atteint la surface de la Terre, il entre en éruption sous forme de volcan. Mais il ne s'agit pas de simples montagnes isolées et dispersées.
Ces volcans s'alignent en longues et majestueuses chaînes parallèles au bord du continent d'où la plaque a été subduite. Ces chaînes sont appelées arcs volcaniques. Les exemples les plus frappants et impressionnants de ces systèmes montagneux grandioses sont les Andes en Amérique du Sud, qui s'étendent le long de toute la côte ouest du continent sur des milliers de kilomètres, ou les Cascades en Amérique du Nord. Ces chaînes de montagnes ne sont pas simplement le résultat de forces tectoniques. Elles ont littéralement surgi des profondeurs de la Terre grâce au souffle ardent du manteau, grâce au magma issu de la plaque subductrice en fusion. Ce processus de formation des montagnes par subduction ne s'arrête pas. Il se poursuit encore aujourd'hui, lentement mais sûrement, formant de nouveaux sommets, modifiant les contours des continents et nous révélant la nature vivante et en constante évolution de notre planète. C'est une danse fascinante de feu et de pierre qui se déroule aux confins de la Terre et que nous commençons maintenant à comprendre. Il arrive parfois que ce ne soit pas une plaque continentale, mais une autre plaque océanique qui soit plus dense et donc plus lourde que sa voisine. Dans ce cas, une plaque océanique commence à s'enfoncer lentement sous l'autre. Ce processus, comme pour un continent, est aussi appelé subduction, et c'est l'un des puissants moyens de créer de nouvelles terres et de former des structures géologiques complexes au cœur de vastes océans. Imaginez deux immenses plateformes sous-marines se déplaçant lentement l'une vers l'autre jusqu'à ce que l'une d'elles commence à glisser vers le bas, disparaissant dans les abysses du manteau, tel un serpent de mer géant plongeant dans les profondeurs. Lorsque la plaque océanique supérieure commence à fléchir sous la pression de la plaque subductrice, de profondes fosses océaniques se forment à sa surface, juste au-dessus de la zone de subduction. Il s'agit des mêmes fosses sous-marines que celles évoquées précédemment, mais elles se forment désormais là où la croûte océanique est subduite sous d'autres croûtes océaniques, créant ainsi les zones les plus profondes du plancher océanique. À mesure que la plaque inférieure, en subduction, s'enfonce dans le manteau chaud et visqueux, elle commence à fondre sous l'effet de la chaleur et de la pression intense. La roche solide se transforme alors en magma en fusion. Plus léger que la roche mantélique environnante, le magma ainsi formé remonte lentement, perçant la plaque océanique supérieure. Le résultat de ce processus sous-marin massif est la formation de chaînes d'îles volcaniques alignées en longs arcs, souvent incurvés. Ces arcs insulaires sont en réalité des chaînes de montagnes sous-marines dont les sommets s'élèvent au-dessus de la surface de l'océan, formant les archipels que nous connaissons aujourd'hui. Les exemples les plus frappants et les plus connus de telles formations sont les îles japonaises qui dessinent un arc le long de la côte asiatique, les îles Aléoutiennes qui forment une boucle dans la partie nord de l'océan Pacifique, ou les îles Mariannes, près desquelles se trouve le point le plus profond de notre planète, la fosse des Mariannes. Chaque éruption volcanique sur ces îles n'est qu'une manifestation, modeste mais puissante, des immenses forces géologiques à l'œuvre dans les profondeurs océaniques, reconstituant inlassablement les fonds marins et créant de nouvelles terres. Ces zones se caractérisent non seulement par une intense activité volcanique, mais aussi par une sismicité très élevée. La plaque subductrice ne se déplace pas parfaitement sans à-coups. Elle s'accroche à la plaque supérieure, accumulant d'énormes contraintes. Lorsque ces contraintes deviennent trop importantes pour les roches, une libération d'énergie soudaine et brutale se produit sous forme de tremblements de terre. Ces tremblements peuvent être très puissants et parfois même engendrer des tsunamis, des vagues océaniques géantes qui se propagent à la surface de l'océan, charriant une force destructrice. Cependant, même ces puissantes manifestations d'activité s'inscrivent dans le processus général, incroyablement lent et continu, de formation des planètes. À travers le grondement des vagues et les secousses occasionnelles de la Terre, on perçoit le murmure discret des lointaines montagnes sous-marines qui continuent de croître et de se transformer, suivant leur ancienne danse géologique, berçant et hypnotisant par leur puissance tranquille. De tous les types de collisions de plaques tectoniques,
Les chaînes de montagnes les plus majestueuses et impressionnantes naissent de la collision de deux géants continentaux. Imaginez deux immenses masses continentales denses, chacune portant des continents entiers, se rapprochant lentement mais inexorablement l'une de l'autre sur des millions d'années. Contrairement aux collisions de plaques océaniques, où l'une, la plus dense, s'enfonce facilement sous l'autre, la situation change radicalement lorsque deux continents entrent en collision. La croûte continentale, comme nous l'avons déjà vu, est beaucoup plus épaisse et légère que la croûte océanique, telle une épaisse couche de polystyrène. En raison de sa densité relativement faible, elle ne peut tout simplement pas s'enfoncer profondément dans le manteau, visqueux. Elle est trop flottante pour cela. Au lieu de la subduction habituelle, un phénomène différent se produit. Lorsque les deux plaques continentales entrent en collision, elles commencent à se froisser et à se déformer sous des pressions énormes et inimaginables qui s'accumulent sur des millions d'années. C'est comme si deux tapis géants se rapprochaient lentement l'un de l'autre et commençaient à se froisser, formant des plis et des amas imposants. Les roches qui reposaient au fond des anciens océans séparant les continents, ainsi que celles des marges continentales elles-mêmes, sont soumises à une compression incroyable. Elles se plient en courbes gigantesques, glissent les unes sur les autres, comme des couches de beurre sur un gâteau, et s'épaississent, formant des structures complexes et multicouches qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, formant ce que l'on appelle les racines des montagnes. Ce processus est lent, s'étalant sur des dizaines de millions d'années, mais les résultats sont stupéfiants et créent les points les plus élevés de notre planète. C'est ainsi que se sont formées les chaînes de montagnes les plus hautes et les plus célèbres de notre planète, dont la grandeur nous coupe le souffle. L'exemple le plus frappant et le plus célèbre est celui de l'Himalaya, fruit de la collision continue de la plaque indienne avec la plaque eurasienne. La plaque indienne, autrefois séparée de l'ancien supercontinent Gondwana, a lentement dérivé vers le nord, traversant l'océan, et a percuté l'Asie il y a environ 50 millions d'années. Depuis, cette collision colossale ne s'est pas arrêtée. L'Inde continue d'exercer une pression sur l'Asie, et sous cette puissante pression, l'Himalaya, y compris le plus haut sommet du monde, l'Everest, continue de s'élever lentement de quelques millimètres chaque année. Ce processus est en cours. Des processus similaires ont donné naissance à d'autres grandes chaînes de montagnes, comme les majestueuses Alpes européennes, nées de la collision des plaques africaines et eurasiennes, ou les anciens monts Ural, qui divisent l'Europe et l'Asie et dont l'histoire remonte à des centaines de millions d'années. Ces montagnes ne sont pas de simples formations rocheuses. Elles sont les témoins vivants de l'incroyable puissance et de la patience de notre planète. Elles nous rappellent avec force que la Terre n'est pas un paysage figé, ni une masse statique, mais un système dynamique en constante évolution, où les forces agissant en profondeur créent de magnifiques chefs-d'œuvre à la surface. Ces sommets, qui nous semblent éternels et immobiles, sont en réalité l'aboutissement de millions d'années de poussées et de compressions lentes mais incessantes. Et dans leur grandeur silencieuse, dans leur calme grandiose, se cache une histoire profonde capable d'apaiser toute anxiété et de procurer un profond sommeil. Au-delà des collisions majestueuses où les plaques se rapprochent et des dérives lentes où elles s'éloignent, il existe un autre type d'interaction tout aussi significatif mais souvent moins visible entre les plaques lithosphériques. Celle-ci se produit aux limites dites transformantes, où les plaques ne se heurtent pas frontalement et ne s'éloignent pas, mais glissent l'une sur l'autre, se déplaçant en sens inverse ou dans le même sens mais à des vitesses différentes. Imaginez deux énormes engrenages incroyablement massifs se frottant lentement l'un contre l'autre, ou deux blocs de glace géants se déplaçant parallèlement, créant une contrainte intense mais largement dissimulée sur la croûte terrestre. Aux frontières de la transformation, contrairement aux zones où se forment de grandes chaînes de montagnes, on n'observe généralement pas de formation montagneuse significative. On n'y observe ni soulèvement important ni affaissement profond de la croûte terrestre, qui crée les pics majestueux et forment les chaînes de montagnes auxquelles nous sommes habitués.
Au contraire, l'énergie de ces interactions incessantes s'accumule sous forme de déformations et de contraintes colossales dans la croûte terrestre. Les plaques se coincent l'une par rapport à l'autre en raison de l'énorme frottement causé par leur surface irrégulière. Cette contrainte augmente lentement mais régulièrement au fil des années, des décennies, voire des siècles, transformant la croûte terrestre en une sorte de corde tendue prête à se rompre à tout instant. Lorsque la contrainte accumulée devient trop importante pour être supportée par les roches, il se produit une libération soudaine et violente de cette énergie emmagasinée. Cette libération instantanée est ce que l'on appelle un tremblement de terre. Imaginez qu'on plie un épais bâton de bois lentement et avec force. Il se plie, emmagasinant de l'énergie potentielle, puis soudain, avec un craquement sonore, il se brise, libérant toute la force emmagasinée. C'est exactement comme cela. Des plaques qui ont pu se déplacer de quelques millimètres en un an se déplacent soudainement de plusieurs mètres en quelques secondes, voire fractions de minutes. Ces déplacements puissants et instantanés génèrent des ondes sismiques qui se propagent à travers la Terre, provoquant les secousses que nous ressentons à la surface. L'exemple le plus célèbre et le plus frappant d'une telle frontière transformante est la célèbre faille de San Andreas en Californie aux États-Unis. Le long de cette faille, la plaque pacifique glisse lentement mais régulièrement vers le nord-ouest par rapport à la plaque nord-américaine. Cet endroit est connu pour ses fréquents tremblements de terre, qui nous rappellent constamment le mouvement incessant de la croûte terrestre et l'énergie colossale qui se cache sous nos pieds. Cependant, dans le contexte de notre récit du sommeil, même ces puissants événements géologiques peuvent être imaginés comme les soupirs silencieux ou les légers tremblements d'une planète endormie, qui se retourne parfois dans son sommeil, libérant les tensions accumulées. Ils font partie de sa vie éternelle, preuve que sous nos pieds se trouve non pas une masse inerte et morte, mais un monde vivant, respirant, en constante évolution, où même la friction engendre le mouvement. Après la collision des plaques lithosphériques géantes, qui commencent à se comprimer, ou lorsqu'elles s'étirent et se déplacent, la croûte terrestre, aussi dure qu'elle puisse paraître, telle de l'argile ou de la pâte à modeler, commence à se déformer. Cela se produit lentement sur des millions d'années sous l'action de forces colossales et inimaginables de compression, de tension ou de cisaillement. Ces déformations ne sont pas aléatoires. Elles prennent des formes spécifiques, créant des structures géologiques complexes que nous appelons plis et failles. Elles constituent l'anatomie interne de la structure montagneuse, déterminant son aspect majestueux, parfois chaotique, mais toujours unique et complexe. Imaginez que vous poussez lentement, mais avec force, un tapis épais et lourd sur le sol. Il ne se brise pas immédiatement, mais commence à se plisser, formant des ondulations plus ou moins prononcées. De même, les roches terrestres soumises à une pression énorme et prolongée ne se brisent pas toujours. Au contraire, elles se courbent souvent, formant des ondulations géantes, plus ou moins prononcées, dans l'épaisseur de la croûte terrestre. Ces courbures sont appelées plis. Les parties du pli qui se courbent vers le haut, formant des crêtes ou des arches particulières, sont appelées anticlinaux. Elles sont souvent à l'origine de grandes chaînes de montagnes et de pics dominant les environs. Les parties qui se courbent vers le bas, formant des dépressions ou des creux, sont appelées synclinaux. On y trouve souvent des vallées fluviales, des lacs ou des bassins intermontagnards. Ces plis peuvent être de différentes tailles, d'imperceptibles courbures microscopiques, visibles uniquement au microscope, à d'immenses structures géologiques, visibles uniquement d'une grande altitude, s'étendant sur des centaines de kilomètres et formant des systèmes montagneux entiers. Cependant, les roches ne se comportent pas toujours de manière flexible, se pliant et se déformant. Parfois, les contraintes dans la croûte terrestre deviennent trop importantes et les roches se brisent, formant des failles. Il s'agit de fissures géantes ou de zones de faiblesse dans la croûte terrestre, le long desquelles des blocs rocheux glissent les uns sur les autres. Ces déplacements peuvent être verticaux, horizontaux ou une combinaison des deux, et sont à l'origine de la plupart des tremblements de terre. Il existe plusieurs types principaux de failles.
Par exemple, les failles normales se produisent lorsqu'un bloc rocheux s'affaisse par rapport à un autre, créant des escarpements en surface. Les failles de chevauchement, quant à elles, se produisent lorsqu'un bloc est poussé ou soulevé par-dessus un autre, ce qui est très fréquent dans les zones de compression où les plaques entrent en collision, et ces failles contribuent activement à la formation des montagnes. Enfin, les décrochements sont des déplacements horizontaux où des blocs rocheux glissent les uns sur les autres, comme nous l'avons déjà observé sur des limites transformantes, comme la célèbre faille de San Andreas. Ces plis et failles ne sont pas de simples structures statiques, vestiges d'anciens cataclysmes. Ce sont des cicatrices vivantes de la Terre, témoins de son immense puissance, de son dynamisme et de son mouvement constant. Chaque faille est une source potentielle de tremblements de terre, et chaque pli est la manifestation visible de milliards de tonnes de pression exercées pendant des millions d'années. Ces déformations internes, souvent cachées profondément sous la surface, déterminent l'aspect actuel des montagnes, la façon dont elles sont érodées par des forces extérieures et comment elles continuent de croître et de se transformer lentement mais sûrement. Elles démontrent que même les pierres les plus dures, apparemment immobiles, obéissent aux forces invisibles mais puissantes de notre planète, façonnant constamment son apparence unique. Et dans cette lente danse géologique, il y a une harmonie profonde qui peut bercer n'importe quel esprit. Quand on observe les montagnes, elles paraissent incroyablement massives et lourdes, immobiles à la surface de la Terre. Pourtant, imaginez que la croûte terrestre, aussi solide soit-elle en apparence, flotte en réalité sur le manteau plus dense et plus collant, tel un immense iceberg dans l'eau. Ce principe fondamental de l'équilibre géologique est appelé isostasie. Il stipule que le poids des montagnes et des continents est équilibré par la poussée d'Archimède du manteau situé sous eux. Plus une chaîne de montagnes est haute et massive, plus sa racine, la partie la plus dense de la croûte terrestre, s'enfonce profondément dans le manteau, la soutenant, comme la partie immergée d'un iceberg beaucoup plus grande que sa partie émergée. Ce phénomène est comparable à celui d'un objet lourd placé à la surface d'un liquide qui le pousserait vers le haut, s'enfonçant plus profondément jusqu'à ce que la poussée d'Archimède égale son poids. Après que les montagnes ont été soulevées par de puissantes collisions tectoniques, elles commencent à être soumises à l'action implacable de forces extérieures, les forces d'érosion. Le vent, l'eau, la glace, ces grands sculpteurs de la nature détruisent lentement, couche après couche, les sommets, emportent des fragments de roches, et les montagnes commencent peu à peu à perdre de leur masse. Il semblerait que cela doive conduire à leur réduction progressive, puis à leur disparition complète de la surface de la Terre. Cependant, c'est ici qu'entre en jeu le principe étonnant de l'isostasie, qui provoque un effet appelé rebond isostatique ou soulèvement isostatique. À mesure que les couches supérieures des montagnes s'érodent, leur poids global diminue. Imaginez un iceberg géant dont la partie supérieure émergée se détache progressivement. Elle s'allège et sa partie immergée flotte légèrement, rétablissant ainsi son équilibre. De même, à mesure que les montagnes perdent de la masse par érosion, la croûte sous-jacente s'allège et commence à s'élever lentement, presque imperceptiblement du manteau, comme si la Terre elle-même soupirait et les poussait vers le haut. Ce mouvement ascendant compense une partie de la destruction, permettant aux montagnes de maintenir leur hauteur, voire de croître lentement, malgré l'érosion constante qui cherche à les niveler. Ce processus est une sorte de remise en forme géologique, où les montagnes s'entraînent constamment en équilibre entre les forces qui les soulèvent de l'intérieur de la Terre et celles qui les détruisent de l'extérieur. C'est pourquoi d'anciennes chaînes de montagnes comme l'Oural en Russie ou les Appalaches en Amérique du Nord, formées il y a des centaines de millions d'années et qui auraient dû disparaître complètement sous l'effet de l'érosion, existent encore, bien que leur sommet ne soit plus aussi abrupt et haut
comme ceux par exemple de l'Himalaya ou des Andes. Leur forme et leur hauteur actuelle sont le résultat de cette lente et continue danse entre soulèvement tectonique et destruction par érosion, entre les forces profondes de la Terre et les forces superficielles de la nature. Et dans ce processus lent mais constant, une paix profonde règne qui nous aide à réaliser l'harmonie et l'équilibre éternel de notre planète en perpétuel mouvement et changement. Dès que les imposantes chaînes de montagnes surgissent de leur profondeur, les forces tout aussi puissantes, mais bien plus patientes, de l'érosion et des intempéries prennent immédiatement le dessus. Ces processus s'exercent sans relâche, pendant des millions d'années, décomposant et façonnant lentement même les roches les plus dures et apparemment indestructibles. Imaginez les montagnes comme d'immenses sculptures colossales, et le vent, l'eau, la glace, la lumière du soleil et même les organismes vivants comme de grands artistes, sans hâte, qui, avec patience et persévérance, leur donnent leur forme définitive, unique et en constante évolution. Érosion est la première étape fondamentale de la destruction des roches. Elle se présente sous plusieurs formes principales, chacune agissant à sa manière, mais toujours dans le but de préparer le matériau au transport. L'altération physique agit comme un marteau et un coin invisible fendant inlassablement les roches. L'altération par le gel en est un exemple frappant. L'eau s'infiltre dans les plus petites fissures et pores des roches, gèle la nuit et, se transformant en glace, se dilate, déchirant lentement la roche de l'intérieur. La chaleur du jour dilate les minéraux des roches, le froid de la nuit les contracte, et ces cycles de température constants, répétés des milliers et des millions de fois, fragilisent les roches, les faisant se fissurer et s'écailler. Le vent, transportant de minuscules particules de sable et de poussière, agit comme du papier de verre, doux mais persistant, usant lentement la surface des chaînes de montagne. Dans les déserts et les espaces ouverts, cet effet abrasif du vent forme d'étranges formations rocheuses. L'altération chimique entre alors en jeu, modifiant non seulement la forme, mais aussi la composition chimique des roches. Par exemple, l'eau de pluie, en traversant l'atmosphère et le sol, absorbe du dioxyde de carbone et des acides organiques, se transformant en une solution faible d'acide carbonique. Cette eau légèrement acide peut dissoudre lentement certains minéraux présents dans les roches, notamment le calcaire, créant ainsi des grottes et des paysages karstiques. C'est comme la dissolution du sucre dans l'eau, mais à l'échelle naturelle. Cela se produit sur une très longue période, modifiant la roche au niveau moléculaire. L'altération chimique peut transformer des roches dures et stables en argile tendre ou en sable meuble, qui sont ensuite beaucoup plus facilement emportés par les forces qui en découlent. Il existe également l'altération biologique, où les racines des plantes pénètrent dans les fissures rocheuses et les élargissent, ou les micro-organismes sécrètent des acides qui décomposent les minéraux. Une fois les roches décomposées par l'érosion en particules plus petites, l'érosion entre en jeu. Il s'agit d'un processus dynamique de transport de matériaux brisés. Les ruisselets d'eau de pluie, dévalant les pentes, emportent des particules de terre, de sable et de roches, les emportant vers le bas. Les petits ruisseaux se fondent en grandes rivières, qui collectent ces particules et se transforment en puissantes artères de transport. Les rivières creusent constamment de profondes gorges et canyons, transportant lentement les sédiments des montagnes vers les plaines, les lacs et, finalement, vers les océans. Les glaciers, dont nous parlerons plus en détail, sont tels des rubans géants se déplaçant lentement, collectant les roches et agissant tels des bulldozers colossaux, nivelant le paysage et creusant d'immenses vallées. Ces forces d'érosion et d'altération sont constamment à l'œuvre, façonnant des pics acérés et déchiquetés, des pentes douces et arrondies, des vallées profondes et pittoresques et des gorges sinueuses. Elles usent lentement mais sûrement les montagnes, renvoyant leur matière dans le grand cycle de la Terre. Même les sommets les plus majestueux se transformeront un jour en sable et en poussière, qui formeront de nouvelles roches
et, peut-être dans un avenir lointain, de nouvelles montagnes. Ce processus est infini et procure un merveilleux sentiment de calme, la conscience que tout dans la nature est en mouvement constant mais harmonieux, obéissant à des lois anciennes et immuables. Une fois que les montagnes ont été soulevées par de puissantes forces tectoniques et ont commencé à succomber à l'inexorable érosion due aux intempéries, deux grands architectes entrent en jeu et les façonnent de leurs manières les plus spectaculaires et les plus reconnaissables: les glaciers et les rivières. Ces puissantes forces de la nature, œuvrant depuis des millénaires et des millions d'années, sculptent inlassablement les masses rocheuses pour créer les magnifiques vallées, les gorges profondes et les canyons spectaculaires que nous voyons et admirons aujourd'hui. Leur travail est un processus lent mais incroyablement efficace de remodelage de la surface terrestre. Glaciers. Ces géants de glace et de neige, au mouvement lent et colossal, sculptent le paysage avec une puissance et une efficacité incroyables. Imaginez une immense rivière de glace gelée, épaisse et dévalant une montagne sous son propre poids, glissant progressivement vers le bas. Roches, débris et sable se figent dans cette glace en mouvement, transformant le glacier tout entier en un gigantesque outil abrasif, capable d'user et de sculpter la roche dure. Le glacier ne se contente pas de glisser à la surface, il creuse des vallées, les élargissant et les approfondissant, leur donnant une forme en U distinctive et reconnaissable, par opposition aux vallées fluviales plus abruptes en V. De plus, les glaciers sculptent des pics montagneux acérés et déchiquetés, appelés carlings ou cornes, et forment des bassins profonds et pittoresques qui, après la fonte des glaces, se transforment en lacs de montagnes limpides. Dans les zones côtières, là où les glaciers rejoignent la mer, ils creusent de majestueux fjords, des criques profondes et étroites aux rivages abrupts, souvent abruptes, véritables œuvres d'art créées par la glace et l'eau. Ce mouvement lent mais inexorable de la glace laisse une trace indélébile, créant un paysage unique, accidenté et pourtant majestueux. Rivières, à leur tour, travaillent comme des sculpteurs de pierre persévérants et patients. Natifs des hautes montagnes sous forme de minuscules ruisseaux alimentés par l'eau de fonte ou la pluie, ils s'unissent progressivement, gagnent en force et se transforment en de puissants cours d'eau bouillonnants. L'eau charrie du sable, des galets et même des pierres plus grosses qui, roulant au fond et sur les parois du lit de la rivière, agissent comme un abrasif, érodant et approfondissant constamment le lit. Au fil du temps, ces rivières creusent de profondes vallées en V et des canyons grandioses, divisant les chaînes de montagnes. La rapidité de leur travail peut paraître totalement imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais sur des millions d'années, une rivière est capable de scier des centaines de mètres de roches solides sur son passage. Par exemple, le célèbre Grand Canyon en Amérique du Nord est le résultat colossal du travail inlassable du fleuve Colorado, qui s'est lentement mais sûrement frayé un chemin à travers des couches de roches révélant des milliards d'années d'histoire géologique. Ainsi, glaciers et rivières, chacun à leur manière, sont les principaux architectes du paysage montagneux. Ils ne se contentent pas de détruire les montagnes, mais leur confèrent également la forme complexe, pittoresque et unique que nous observons. Ils montrent que la nature est un processus constant de création et de destruction où chaque élément joue un rôle irremplaçable. Et dans cette lente et incessante danse de l'eau, de la glace et de la pierre, se dégage une harmonie profonde et apaisante qui apaise notre esprit et nous conduit à un sommeil profond et serein. Au-delà des collisions épiques des continents et des éruptions volcaniques, il existe une autre façon étonnante et moins évidente de former les montagnes. Cette formation est étroitement liée à l'histoire des océans anciens et à ce qui s'est passé à leur fond pendant des millions d'années. Imaginez les vastes étendues d'eau infinies qui existaient sur Terre il y a des millions, voire des centaines de millions d'années. Au fond de ces mers anciennes, des sédiments se sont lentement accumulés, couche après couche. Il s'agissait de minuscules grains de sable,
de particules d'argile, de limon, de fragments de coquilles d'anciens organismes marins, de squelettes de plancton. Tout cela s'est déposé de la colonne d'eau et s'est progressivement compacté sous le poids de nouvelles couches. Au fil du temps, ces accumulations se sont transformées en divers types de roches sédimentaires, telles que des grès denses, des schistes stratifiés, des calcaires tendres composés de vestiges de vie marine et même du sel-gemme. Ces immenses accumulations de roches sédimentaires ont formé des couches épaisses et puissantes que nous appelons bassins sédimentaires qui reposaient au fond des mers anciennes. Au fil du temps, ces anciens océans allaient commencer à se refermer sous l'effet de la même dérive continentale, inexorable mais incroyablement lente. Cela se produirait lorsque les deux plaques tectoniques qui soutenaient les continents commenceraient à se rapprocher. Ce rapprochement emprisonnerait les vastes bassins sédimentaires entre ces masses continentales et les soumettrait à une pression énorme, inimaginable. Ce qui n'était autrefois que boue et sable mou au fond des océans subirait désormais une compression et une déformation incroyables. Ce qui n'était autrefois que boue et sable mou au fond des océans commencerait à se froisser en d'immenses plis, se poussant les unes contre les autres comme si la Terre les expulsait littéralement des profondeurs. Ces couches s'élèveraient de plus en plus au-dessus du niveau de la mer, formant des chaînes de montagnes. C'est ainsi que se sont formées nombre des chaînes de montagnes les plus anciennes, et même certaines des plus modernes que nous observons aujourd'hui. Par exemple, les célèbres monts Ural en Russie, qui s'étendent du nord au sud et divisent traditionnellement l'Europe et l'Asie, formaient autrefois le fond d'un ancien océan. Il y a des centaines de millions d'années, ils ont été soulevés et écrasés par la collision d'anciens continents, transformant les fonds marins en pics montagneux. Une histoire similaire se retrouve dans les Appalaches en Amérique du Nord, ainsi que dans de nombreuses chaînes de montagnes européennes, comme le Jura ou certaines parties des Alpes, qui comprennent d'importants massifs sédimentaires soulevés d'anciens bassins maritimes. Ces montagnes sont donc littéralement construites à partir de matériaux qui reposaient autrefois au fond de la mer. Ces chaînes de montagnes, composées principalement de roches sédimentaires, sont souvent plus douces et arrondies que les pics déchiquetés des volcans plus récents, car elles ont été érodées depuis bien plus longtemps. Elles recèlent pourtant des témoignages géologiques inestimables d'océans disparus depuis longtemps, de la vie qui grouillait autrefois à leur fond, attestée par de nombreux fossiles, et des incroyables changements que notre planète a subis au cours de son histoire. Leur présence silencieuse nous rappelle le cycle sans fin de la création et de la destruction, et comment même la fosse marine la plus profonde peut devenir les plus hautes montagnes. Ce processus lent mais inexorable dégage un profond sentiment de paix et d'infini. Nous avons déjà évoqué les montagnes nées de collisions de plaques et d'éruptions volcaniques. Mais il existe d'autres types de montagnes dont l'histoire commence non pas à la surface, mais profondément sous terre, dans des poches secrètes de roches en fusion. Ces montagnes, appelées montagnes ignées intrusives, se forment lorsque le magma, la masse chaude et fondue qui s'élève du manteau, n'entre pas en éruption volcanique, mais se solidifie lentement dans les profondeurs de la croûte terrestre avant même d'atteindre la surface. Imaginez une vaste cavité souterraine qui se remplit progressivement de roches en fusion, qui refroidit lentement, puis se cristallise en roches solides. Ce processus prend des périodes incroyablement longues, des millions d'années. À mesure que le magma monte et refroidit, il forme d'immenses formations de roches ignées profondes comme le granit. Les plus grandes de ces formations souterraines sont appelées batholithes. Un batholithe est une masse géante de roches ignées intrusives pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres de long et des dizaines de kilomètres de large. On dirait les racines d'immenses montagnes invisibles qui n'ont pas encore émergé à la surface. Ces racines souterraines créent des zones de forte résistance dans la croûte terrestre. Comment ces massifs souterrains cachés deviennent-ils les montagnes que nous voyons ? C'est grâce au travail inlassable de l'érosion.
Une fois qu'un batholithe s'est solidifié, des millions d'années de processus de surface, érosion, rivières et glaciers, arrachent progressivement les couches supérieures de roches plus tendres environnantes. Imaginez un sculpteur qui décolle lentement couche après couche de matière pour révéler son œuvre. Au fil du temps, l'érosion enlève des dizaines de kilomètres de roches sous-jacentes. Ce batholithe, dur et résistant à l'érosion, est exposé, surplombant le terrain environnant. Ces massifs granitiques exposés, autrefois profondément enfouis sous terre, forment aujourd'hui de majestueux pics et crêtes. Certaines parties de la Sierra Nevada, en Californie, États-Unis, ou certaines crêtes des Rocheuses en sont des exemples frappants. Leurs formes lisses et arrondies, souvent caractéristiques des montagnes granitiques, sont le résultat des effets à long terme de l'érosion, qui a poli leur surface au fil de millions d'années. Ces montagnes n'ont pas craché de lave ni de cendres. Leur naissance s'est faite lentement et silencieusement, dans les profondeurs. Elles nous racontent la patience de la Terre, comment même les processus les plus cachés de ces profondeurs finissent par se manifester à la surface, créant des paysages qui nous émerveillent. C'est un nouveau rappel que la Terre est un organisme complexe et multicouche, où chaque élément joue son rôle dans l'éternelle danse de la création. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des conditions extrêmes, les roches peuvent subir des transformations étonnantes, modifiant leur structure et leur composition. Ce processus, appelé métamorphisme, donne naissance aux montagnes métamorphiques. Imaginez que les roches existantes, qu'il s'agisse de roches sédimentaires formées au fond d'anciennes mers ou de roches ignées solidifiées par la fonte, soient soumises à une pression et à des températures élevées, sans pour autant fondre complètement. C'est un peu comme l'argile qui se transforme en briques solides sous une pression et une chaleur extrêmes. Ces conditions extrêmes se produisent dans plusieurs scénarios. Le plus souvent, elles se produisent dans les zones de collision de plaques lithosphériques, où d'énormes masses rocheuses sont écrasées et poussées vers de grandes profondeurs. Ici, la pression des couches accumulées et la chaleur du manteau agissent sur les roches, provoquant la recristallisation de leurs minéraux et modifiant leur structure. Par exemple, un grès ordinaire riche en quartz peut se transformer en quartzite dense et dur. Un calcaire tendre, composé d'anciens coquillages, peut se transformer en ce marbre étincelant que nous apprécions tant pour sa beauté. Et les schistes argileux peuvent se transformer en gneiss, roches rubanées et fortement métamorphisées que l'on trouve souvent au cœur des chaînes de montagnes. Ces roches métamorphiques sont souvent extrêmement dures et résistantes à l'érosion, ce qui leur permet de former les éléments les plus solides et les plus durables des systèmes montagneux. Lorsque ces couches profondes sont exposées à la surface par l'érosion ou un soulèvement tectonique, elles forment le cœur de majestueuses chaînes de montagnes. Leur stratification caractéristique, leurs motifs parfois étranges et leurs cristaux altérés témoignent de la pression et de la chaleur incroyables qu'elles ont subies. Les montagnes métamorphiques témoignent des processus de formation les plus profonds et les plus intenses. Elles nous montrent comment la Terre peut littéralement reforger ses matériaux, créant de nouvelles structures plus solides à partir d'anciennes. Ce sont ces roches qui forment souvent les fondations d'anciens boucliers montagneux et noyaux continentaux, démontrant l'incroyable capacité de la planète à se renouveler et à se transformer. Leur grandeur paisible cache une histoire non seulement de destruction, mais aussi de renaissance, nous rappelant la force et l'énergie éternelle de la Terre, qui change lentement mais inexorablement d'apparence. Leur stabilité et leur force reflètent la paix profonde que l'on peut trouver dans la compréhension de l'échelle des temps géologiques. Quand on pense aux volcans, on imagine souvent de hauts cônes fumants crachant de la lave et des cendres. Et de fait, le volcanisme est l'une des formes de formation de montagne les plus spectaculaires et les plus spectaculaires.
Cependant, son rôle dans le façonnement du paysage et la création des montagnes est bien plus vaste et varié que la simple érection de cônes individuels. Le volcanisme est une manifestation directe du souffle ardent de la Terre, sa façon de libérer chaleur et matière de ses profondeurs. Leur stabilité et leur force reflètent la paix profonde que l'on peut trouver dans la compréhension de l'échelle des temps géologiques. Il existe différents types de montagnes volcaniques, chacune se formant différemment selon la composition du magma en éruption et la nature des éruptions. Les stratovolcans ou volcans composites sont les montagnes coniques classiques que l'on voit sur les cartes postales. Le Fujiyama au Japon, le Vésuve en Italie, l'Etna en Sicile. Ils se forment à partir de couches alternées de lave visqueuse, de cendres, de pierres ponces et de débris rocheux. Leurs éruptions peuvent être explosives et dangereuses, car le magma visqueux obture la cheminée, accumulant une pression énorme avant de s'échapper. Un autre type de volcan est celui des volcans boucliers, comme le Mauna Loa à Hawaï. Leurs pentes sont très douces et leur taille gigantesque, rappelant un bouclier posé au sol. Ces volcans sont formés de lave fluide et fluide qui s'écoule relativement calmement et s'étend sur de grandes distances, augmentant progressivement de volume. Leurs éruptions sont généralement moins explosives, mais peuvent durer très longtemps, créant d'immenses plateaux basaltiques et de vastes îles volcaniques. Mais le volcanisme ne se limite pas à la formation de montagnes par le bas. Il est étroitement lié aux processus tectoniques mondiaux. La plupart des volcans du monde sont concentrés le long des zones de subduction que nous avons déjà évoquées. Lorsqu'une plaque océanique subduit sous une autre plaque, elle fond et le magma qui en résulte remonte pour former des arcs volcaniques. De longues chaînes de volcans, que ce soit sur des continents, comme les Andes, ou dans les océans, arcs insulaires, comme les îles japonaises. Ces chaînes sont d'immenses systèmes montagneux créés par l'activité volcanique. Le volcanisme peut également être associé à des points chauds, des endroits où des colonnes stationnaires de roches chaudes, panaches, s'élèvent des profondeurs du manteau, faisant fondre la croûte terrestre indépendamment des limites des plaques. Les îles Hawaï sont un parfait exemple d'une telle chaîne de volcans, chaque île étant la trace d'une plaque se déplaçant lentement au-dessus d'un point chaud stationnaire. L'impact à long terme de l'activité volcanique sur la formation du paysage est considérable. Les éruptions créent non seulement de nouvelles montagnes, mais enrichissent également les sols, modifient le climat, créent de nouveaux minéraux et forment des écosystèmes uniques. Par leur souffle silencieux mais puissant, les volcans nous rappellent l'essence vivante et ardente de notre planète, en constante transformation, et ce mouvement constant peut être étonnamment apaisant. Nous approchons de la fin de notre immersion dans l'histoire des montagnes, et l'heure est venue d'une profonde réflexion. À contempler ces majestueuses chaînes de montagnes, elles semblent absolument immobiles, éternelles, insensibles au passage du temps. Mais cela, comme nous l'avons déjà compris, n'est qu'une illusion créée par notre perception humaine limitée du temps. En réalité, les montagnes, comme tout ce qui existe sur notre planète, suivent un cycle de vie unique. Elles naissent des entrailles de la Terre, grandissent lentement, atteignent leur apogée, puis, tout aussi lentement mais sûrement, sont détruites par des forces extérieures. C'est un processus infini de cyclicité et de renaissance, contrôlé par les forces immenses et invisibles de notre planète. Comprendre ce cycle continu exige de repenser notre perception du temps. Nous devons explorer le concept de temps géologique, dont l'échelle est tout simplement stupéfiante. Imaginez que toute l'histoire de la Terre, depuis sa création et sa formation jusqu'à nos jours, soit condensée en une seule journée. À cette échelle colossale, la civilisation humaine, avec toutes ses guerres, ses découvertes et ses réalisations, n'existe que dans les dernières secondes précédant minuit. La vie des montagnes ne se mesure pas en centaines ou en milliers d'années, comme les générations humaines, mais en millions, voire en centaines de millions d'années. C'est une période de temps que notre conscience ne peut pleinement saisir, mais c'est à cette époque que se révèle la véritable grandeur des processus géologiques.
Les montagnes que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'un instantané, ou si vous préférez, une image unique de ce flux continu et infini du temps géologique. Les Alpes et l'Himalaya, par exemple, sont considérés comme des systèmes montagneux relativement jeunes. Ils n'ont que quelques dizaines de millions d'années et croissent encore lentement sous l'influence d'une pression tectonique incessante. Alors que l'Oural en Russie ou les Appalaches en Amérique du Nord sont des montagnes anciennes. Leur âge se mesure en centaines de millions d'années. Déjà fortement érodés, leurs sommets sont lisses et arrondis, mais ils continuent de s'élever lentement grâce à l'isostasie, préservant leur existence dans une danse éternelle avec la nature. Leur présence est un écho d'époques révolues. Ce cycle éternel signifie que la matière qui compose les montagnes est constamment recyclée et renouvelée. Les particules brisées sont emportées par le vent, l'eau et les glaciers, se déposent au fond des océans, se compactent et se transforment en nouvelles roches sédimentaires. Ces roches, après des millions d'années, peuvent être remontées des profondeurs marines par de nouvelles collisions tectoniques pour former de nouvelles chaînes de montagnes, fermant ainsi le cycle. C'est la circulation incessante de la matière et de l'énergie qui rend notre planète véritablement vivante et en perpétuelle évolution. La conscience de ce caractère cyclique, de ce mouvement lent et incessant, peut apporter un profond sentiment de paix et de tranquillité. Car si même des géants comme les montagnes suivent ce rythme cosmique, alors nos propres vies participent de quelque chose de bien plus grand, d'éternel et d'harmonieux. Et dans cette compréhension réside la paix. Si les forces profondes de la Terre façonnent et remodèlent inlassablement les montagnes, des facteurs externes, l'atmosphère et le climat, jouent un rôle tout aussi important dans leur façonnement pour leur donner la forme finale que nous connaissons. Le climat est bien plus qu'une simple météo, mais un système stable et durable qui détermine les forces érosives qui domineront une région et la rapidité avec laquelle le paysage montagneux évoluera. Ces processus atmosphériques agissent en surface, modifiant les montagnes couche par couche, jour après jour, pendant des millions d'années. Température, par exemple, joue un rôle clé. Les brusques variations entre la chaleur diurne et le froid nocturne provoquent la dilatation et la contraction des roches, les détruisant progressivement. À haute température, une intense altération chimique se produit, accélérant la désintégration des minéraux. Dans les régions froides, notamment en haute altitude, où les températures descendent souvent en dessous de zéro, l'altération par le gel domine. L'eau, pénétrant dans les fissures des roches et gelant, se dilate, agissant comme un coin qui fend lentement mais inexorablement les roches. C'est pourquoi les hauts sommets rocheux présentent souvent des crêtes acérées et déchiquetées, résultat d'une intense altération par le gel. Précipitations. Qu'il s'agisse de pluie ou de neige, sont de puissants agents d'érosion. L'eau de pluie, ruisselant le long des pentes, s'accumule dans les ruisseaux et les rivières, qui creusent de profondes gorges et vallées. Plus les précipitations sont abondantes, plus ce processus est actif. Les rivières saturées de débris rocheux deviennent de puissants abrasifs naturels, capables de traverser les roches les plus dures, formant des vallées et des canyons en V, comme nous l'avons déjà mentionné. Les chutes de neige et l'accumulation subséquente de neige qui forment les glaciers entraînent un type d'érosion complètement différent, créant des vallées, des carlings et des fjords caractéristiques en forme de U. C'est pourquoi les paysages de montagne soumis à une ancienne glaciation diffèrent de ceux dominés par les écoulements d'eau. Vent, l'érosion éolienne contribue également à cette situation, notamment dans les régions arides ou sur les sommets exposés et dénudés. Les vents, charriant sable et poussière, agissent comme des abrasifs, polissant les surfaces rocheuses et créant des formes étranges, des arches et des reliefs aberrants. L'érosion éolienne contribue également au transport de petites particules, qui peuvent ensuite se déposer ailleurs, formant ainsi de nouveaux dépôts sédimentaires. Le climat et l'atmosphère ne se contentent donc pas d'influencer la météo, ils sculptent activement le paysage montagneux.
Le changement climatique, comme l'avancée et le recul des périodes glaciaires, modifie radicalement le rythme et la nature de l'érosion, transformant l'apparence des montagnes au fil des temps géologiques. Montagnes et climats sont en interaction constante. Les montagnes influencent les précipitations, créant des zones pluviométriques et des microclimats uniques. Et le climat, à son tour, façonne leur apparence. C'est une interaction complexe mais merveilleusement harmonieuse de tous les systèmes terrestres qui reconstruit et renouvelle constamment le visage de notre planète, créant une infinie variété de formes et de paysages. Et dans ce processus lent mais inexorable, on peut trouver un profond sentiment de paix. Nous avons étudié comment les forces profondes de la Terre et les processus atmosphériques façonnent les montagnes. Mais un autre artiste exceptionnel est présent sur cette immense toile terrestre, la biosphère, la somme de toute vie sur notre planète. La vie, si fragile en apparence, joue un rôle bien plus important dans le façonnement du paysage montagneux qu'il n'y paraît à première vue. Les montagnes, à leur tour, créent des conditions uniques qui déterminent la diversité et l'adaptation de la vie. Tout d'abord, les montagnes elles-mêmes constituent d'immenses niches écologiques. En raison des variations brutales d'altitude, de température, de pression et d'humidité, elles créent de nombreuses zones climatiques différentes sur une distance relativement courte. Des vallées chaudes peuvent s'étendre au pied des montagnes, tandis que la glace et la neige éternelle peuplent les sommets. Il en résulte une biodiversité étonnante. Chaque zone d'altitude possède ses propres espèces végétales et animales adaptées à des conditions spécifiques. Forêts de haute montagne, prairies alpines, toundra au sommet, tout cela résulte de l'interaction du relief montagneux avec le climat façonné par ces géants de pierre. Les montagnes agissent comme des barrières naturelles, contribuant à l'isolement des espèces et à la formation de nouveaux écosystèmes uniques. Deuxièmement, la vie participe activement au processus d'altération et d'érosion que nous avons déjà évoqué. Ce processus est appelé altération biologique. Les racines des arbres et des arbustes, pénétrant dans les plus petites fissures de la roche, peuvent croître et élargir progressivement ces fissures, déchirant littéralement la pierre. Les lichens et les mousses, se déposant sur les roches exposées, sécrètent des acides organiques faibles qui détruisent chimiquement la surface de la pierre, la préparant ainsi à une érosion plus poussée. Les plantes et les animaux morts enrichissent le sol, le rendant plus fertile et favorisant la croissance d'une nouvelle végétation, ce qui, à son tour, stabilise les pentes, prévenant les glissements de terrain et l'accélération de l'érosion. Troisièmement, la végétation joue un rôle essentiel dans la stabilisation des pentes des montagnes. Un couvert forestier dense ou un tapis herbeux retient le sol et les petits fragments rocheux, les empêchant d'être emportés par les pluies et ralentissant le développement des glissements de terrain. La déforestation en montagne, au contraire, entraîne souvent une érosion accrue et des coulées de boue catastrophiques. Ainsi, la biosphère agit comme une sorte de colle vivante qui maintient les surfaces montagneuses ensemble et ralentit leur destruction. L'influence de la biosphère sur les montagnes, bien que moins spectaculaire que les mouvements tectoniques ou les éruptions volcaniques, est constante et omniprésente. Les montagnes créent les conditions de la vie, et la vie, à son tour, façonne et modifie lentement mais sûrement leur visage. C'est une preuve supplémentaire que notre planète est un système unique et interconnecté, où chaque élément, du noyau à la plus petite plante à flanc de montagne, participe à la grande danse éternelle de la création et du changement. Et dans cette harmonie infinie entre la pierre et la vie, réside un calme profond et apaisant. Nous sommes arrivés au terme de notre lent mais profond voyage à travers l'immensité des temps géologiques. Nous avions commencé par un sentiment d'éternité et de calme dans les montagnes, et nous comprenons maintenant quels sont les témoins vivants et dynamiques de la danse infinie de notre planète. Des premiers mouvements invisibles de son manteau rougeoyant, en passant par les collisions grandioses des continents, les remontées des profondeurs marines et les éruptions volcaniques ardentes,
jusqu'au travail inlassable et patient du vent, de l'eau, de la glace et même des organismes vivants, chaque étape de ce processus s'inscrivait dans un cycle unique et majestueux. Les montagnes qui nous semblaient statiques et éternelles se sont révélées être des créatures en constante évolution, une chronique vivante de la Terre, figée dans la pierre mais en constante reconstruction. Maintenant, tandis que vous plongez dans un profond sommeil, imaginez ces géants endormis. Leurs sommets dentelés ou arrondis s'étendent silencieusement vers des étoiles lointaines. Leurs puissantes racines plongeant au plus profond des entrailles de la Terre, là où le magma naît et où les plaques se déplacent. Ils se tiennent là, comme s'ils méditaient depuis des millénaires, observant les saisons, la vie des hommes, l'agitation qui se déroule à leurs pieds. Leur calme est contagieux. Il nous rappelle qu'il existe dans le monde des forces bien plus anciennes, plus puissantes et plus patientes que nos soucis quotidiens et nos inquiétudes passagères. Prendre conscience que ces paysages colossaux sont le fruit de processus longs et lents, s'étendant sur des millions et des milliards d'années, peut procurer un profond sentiment de paix. Nos propres inquiétudes et angoisses semblent si insignifiantes, si fugaces face à ce temps géologique, à ce rythme incessant de création et de destruction. Sentez-vous partie prenante de quelque chose de bien plus vaste, de ce cycle sans fin, où tout naît, change et renaît, selon les lois ancestrales de l'univers. Laissez l'image des montagnes, leur respiration lente, leurs murmures anciens et leur présence sereine vous accompagner dans vos rêves. Laissez leur sérénité vous envelopper, leur énergie éternelle apaiser votre esprit, leur stabilité vous procurer un sentiment de sécurité. Nous n'avons vécu qu'un bref instant de leur longue histoire, mais cela suffit pour ressentir leur paix profonde et leur sagesse. Maintenant, laissez aller toutes vos pensées. Votre voyage est terminé. Laissez cette ancienne sagesse berçante vous bercer dans le sommeil le plus profond et le plus réparateur. Bonne nuit.